Facebook. Salut, salut les amis, les filles. J'attends que vous vous connectiez. Oh my goodness. Oh my god. Je suis contente d'être parmi vous. Purée, dans 1 heure va commencer mon programme sur les croyances limitantes. Je suis trop contente, je suis trop contente. Vous savez, je suis réellement en train de réaliser mes rêves en fait, tout simplement. J'ai toujours rêvé de travailler relax, en toute liberté, sans avoir l'impression de travailler de chez moi, en équilibrant ma vie de famille, en équilibrant mes à côté, ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire. Ah, trop bien. C'est vraiment un rêve. Je suis en train de réaliser un rêve. C'est juste dingue. Travailler avec des personnes que j'adore, des personnes que j'aime. Et puis transmettre les choses que j'apprends, les choses qui changent ma vie, les choses que j'incarne, les choses qui me transforment. Les transmettre pour vous transformer à votre tour. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce qu'on va faire dans Believe. Ça va être quand même puissant. Et ça va être là des outils extraordinaires à garder à vie pour neutraliser les croyances limitantes et installer des croyances ressources. C'est juste magique, c'est juste puissant, c'est... J'ai pas de mots. Mince, ça c'est le micro. Est-ce que vous m'entendez les filles? Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est au bon endroit. Parce que là, je gigote un peu avec le trépied. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez bien commencé cette semaine. Dites-moi si vous m'entendez, dites-moi en commentaire. Normalement, je suis censée les voir. Je sais jamais en fait sur le téléphone. Des fois on les voit, des fois on les voit pas. En tout cas, les amis, je voulais partager avec vous des choses de mon passé, des choses qui reviennent, des choses liées au haut potentiel, des choses liées au décalage avec le reste du monde, des choses voilà qui m'ont titillé, qui m'ont freiné dans ma vie ou qui m'ont... Bref, vous allez voir. Donc, c'est pas important que vous soyez à haut potentiel ou pas, diagnostiqué ou pas, on s'en fiche. Oui, Noël, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou. Alors, les amis, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est que moi, dans ma vie, je me suis toujours sentie décalée par rapport au centre d'intérêt, conversation, à la compréhension du monde qui m'entoure. Mais vraiment, j'ai toujours été en décalage dans tout, au point que j'ai toujours eu l'impression d'être observatrice de ma vie, de ce qui se passe autour de moi, plutôt qu'actrice. Je me suis jamais sentie être une partie intégrante du monde dans lequel je vivais, dans lequel je vis. C'est juste trop compliqué à expliquer, mais c'est pas grave. En fait, j'ai toujours... Comment dire? J'ai toujours été dans une autre dimension. Mais vraiment dans le sens... J'avais l'impression de marcher sur une route parallèle à la route où marchait tout le monde. C'est juste ça. Ça, c'est le sentiment que j'avais au plus profond de moi, sans savoir d'où ça venait à cette époque, sans comprendre l'origine, en croyant que juste j'étais pas comme les autres et que j'ai toujours été bizarre. Bienvenue au Club Noël. Je pense que mon profil est fait pour toi. Ça, tu vas pas manquer de live comme celui-ci. En tout cas, j'ai toujours eu l'impression d'être observatrice plutôt qu'actrice et d'être en décalage, et j'avais souvent tendance à ne pas aimer ce que tout le monde aimait. Du coup, je comprenais pas, les gens ils s'intéressaient, je sais pas moi, au lycée, c'était fumé, c'était les boîtes de nuit, c'était les soirées bizarres et tout. Moi, ça m'a jamais intéressée. Je sais pas, Loft Story, les téléréalités, alors, sans aucun jugement par rapport aux personnes qui aiment ça, c'est parfait. C'est juste que moi, ça m'intéressait pas.
Et c'était vraiment pénalisant parce que je ne pouvais pas rentrer dans des conversations sur ces trucs, ça me disait absolument rien. Et aujourd'hui encore, il y a des choses qui ne me disent absolument rien. Et pourtant, tout le monde s'intéresse à ces choses. Et des fois, je me dis, mais je devrais m'intéresser quand même à ces choses-là pour pouvoir échanger avec les gens là-dessus. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, la Mounia d'aujourd'hui n'est pas la Mounia d'il y a quelques années et c'est très très bien comme ça. J'essaye pas à rentrer dans une case, j'essaye pas à rentrer dans un moule. C'est parfait comme ça, je sais qui je suis maintenant et je suis très contente d'être qui je suis. Ça me dérange plus. Mais ça m'a longtemps, voilà, fait cogiter et puis freiner. Alors, déjà par rapport aux réussites, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai réussi un truc, je me disais pas que c'était top, que c'était trop bien et que j'étais trop contente. Non, je me disais, oh purée, ils vont découvrir l'arnaque. Ils vont découvrir à quel point je les arnaque. Si je réussis scolairement, professionnellement, etc., je me disais toujours, purée, ça y est, ils vont me démasquer, ils vont voir que je me suis bien foutue d'eux, qu'en fait, j'ai rien dans le crâne, que je mérite pas ça, je mérite pas de réussir, je mérite pas ce diplôme, je mérite pas cette promotion, je mérite pas cet award, je mérite pas ces trucs-là. Ça, c'est mes peurs et mes doutes, mon angoisse et mon anxiété qui a fait partie de moi pendant très, 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 très longtemps. Par exemple, aux États-Unis, quand je faisais ma thèse, je voyais que tout le monde s'acharnait au travail, tout le monde était passionné, ils adoraient, les gens adoraient ce qu'ils faisaient. Les gens de ma promo mangeaient de la chimie, buvaient de la chimie, dormaient de la chimie, voyageaient de la chimie, rêvaient de la chimie, cauchemardaient de la chimie. C'était leur truc, leur conversation H24, c'était ça. C'était quand même des personnes qui venaient de Harvard, MIT, les profs, ils venaient quand même, voilà, ça parlait chimie H24. Et moi, j'adorais la chimie, mais quand j'étais dans ce contexte-là, quand je rentrais chez moi, c'était complètement autre chose. J'en rêvais pas, j'en parlais pas. Voilà, ça. Et du coup, je me disais, oh punaise, on va découvrir que je suis nulle. Oh punaise, ils vont voir que je suis nulle. Oh punaise, ils vont voir qu'ils ont fait le mauvais choix de m'accepter dans cette fac. Oh punaise. Donc, j'ai longtemps vécu dans ce doute et cette peur. Au point même qu'à un moment, on devait donner une conférence. Puis moi, j'en avais déjà donné une. Et la deuxième, je sais pas comment j'y ai échappé. J'avoue que j'avais même pas envie de la donner. Et je sais pas comment j'y ai échappé. Mon prof m'a dit, écoute, c'est pas la peine. T'en as déjà donné une qui s'est super bien passée. Te prends pas la tête. Celle-là, on peut l'esquiver et tout. Mais le problème, c'est que les 99 autres pourcents des personnes de ma promo ont dû donner cette deuxième conférence et moi pas. Eh ben, je me suis pas dit que c'était parce que j'avais fait une première conférence au top que mon prof m'a évité celle-ci parce qu'il savait que voilà, c'est bon, c'était acquis et tout, pas de souci. Je me suis dit, oh purée, il se dit que ça va être tellement nul qu'il vaut mieux qu'il m'évite l'humiliation. Vous voyez, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur qui maintenant je sais n'existe pas, d'accord? C'est juste un manque de confiance en soi, m'a vraiment pourri les premières années de ma thèse. Il m'a vraiment pourri. Donc à chaque fois, même quand on me disait que c'était top, que c'était bien, ah ils veulent juste être gentils, oh purée, ils vont découvrir que je suis nulle, que je ne mérite pas d'être là. Donc ça a toujours été. Et puis voilà, les autres caractéristiques, je vais vous les dire en vrac, il n'y a absolument pas d'ordre là-dedans. Il y en a des drôles, il y en a des pas drôles, il y en a des classiques, il y en a des pas classiques, il y en a dans lesquels vous allez vous reconnaître, d'autres pas, c'est pas grave. L'autre caractéristique, c'est que j'étais active H24. Je vais parler au présent, mais je vous explique qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette personne-là. Mais je ressens le besoin d'être active H24. H24. Et quand je suis active H24, je culpabilise parce que je suis trop active et puis je ne donne pas du temps à autre chose, etc. Mais quand je fais rien, je culpabilise parce que je suis censée être active. Du coup, quoi que je fasse, je suis dans la culpabilité qui est quand même le sentiment le plus lourd de tous. Je me suis aussi souvent sentie bête et stupide et lente par rapport aux gens, par exemple, à l'école. À l'école, je passais plus de temps à contredire les profs et à leur montrer qu'ils ne peuvent pas affirmer une équation tant qu'ils ne l'ont pas vérifiée. En gros, ça m'a valu des heures de colle, ça m'a valu des mentions insolentes sur mes bulletins, ça m'a valu des
des relations délicates avec des professeurs, tout ça. Mais je comprenais pas en fait comment les autres élèves pouvaient juste avancer. On leur disait que X plus Y égale Z et c'était OK pour eux, ils avançaient avec ça. Et puis moi j'étais lente et je bloquais sur ce X plus Y égale Z parce que je comprenais pas pourquoi on devait y croire juste parce qu'un prof nous l'a sorti d'un livre, il a dit que c'était ça. Et pour moi, il y avait tellement des exceptions à tout que c'était pas possible de juste accepter ce qu'on nous disait tant que c'était pas vérifié, prouvé et démontré. Voilà, et c'était trop chiant dans ma scolarité parce que je posais toujours des questions aux profs et je savais pas à l'époque que les profs n'aimaient pas qu'on leur pose ce genre de questions. D'où sort cette équation? Mais vous en êtes sûr? Et pourquoi? Et puis il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas d'exception, c'est pas possible, et etc., etc., etc. Et du coup, les profs m'en voulaient vachement d'intervenir au point que je n'intervenais plus en cours et que j'avais peur de poser des questions. Ouais, parce que j'ai toujours besoin de tout comprendre. Et aujourd'hui, par contre, ça fait encore partie de moi. J'ai toujours besoin de tout comprendre. J'ai besoin de tout comprendre. C'est juste comme ça. Et j'avais vachement du mal avec cette autorité non fondée, cet abus d'autorité. Que le prof, comme c'est le prof, fallait se taire, fallait respecter, fallait juste dire oui, oui, oui à tout, fallait pas lui poser de questions qui le mettent dans une situation délicate, etc., etc. J'ai toujours eu un problème avec l'abus d'autorité, avec l'autorité qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, toutes les personnes sont égales et les relations doivent être d'égal à égal. Il ne doit pas avoir cette autorité. Donc, ça m'a valu toutes les punitions, les heures de colle, oh purée, et je passais ma vie à défendre des injustices. À chaque fois qu'il y avait une injustice, par exemple, on avait une prof qui ne supportait pas un élève. Et quand elle posait une question et que cet élève levait la main, il levait la main. Et puis la main restait là-haut. Et elle restait là-haut. Et puis elle l'interrogeait pas. Et puis au final, il la posait comme ça. Et puis il la posait sur sa tête. Ça, il pouvait tenir une demi-heure comme ça, le pauvre, et elle l'interrogeait pas. Et moi, je pouvais pas laisser faire. Et du coup, je parlais toujours, j'intervenais toujours contre les injustices. C'était juste horrible de chez horrible, je pouvais pas me taire. Et ça, pareil, bonne élève, mais trop bavarde, trop insolente, elle répond, elle se mêle de ce qui la regarde pas, etc. Mais je pouvais pas laisser faire. En fait, j'étais toujours l'amie, la meilleure amie des personnes qui étaient le plus harcelées ou qui s'en prenaient plein la tronche ou qui subissaient des injustices ou à qui on faisait porter des étiquettes du genre lui c'est un cancre, lui c'est un dormeur, lui c'est un feignant. Et moi, je devenais l'amie de ces personnes-là juste par opposition aux professeurs qui étaient injustes, qui pour moi étaient injustes dans leur façon de faire. Donc ça, je vous avoue que c'était difficile. C'était difficile de justifier aussi ces punitions, ces heures de colle, ces remarques dans mes bulletins à mes parents qui me disaient « Mais juste tais-toi, en fait, ne t'en occupe pas », mais je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Et aujourd'hui, la blessure de l'injustice, je l'ai assez travaillée pour me calmer, mais il y a quelques années, même en tant qu'adulte, l'injustice, je supportais pas. Je supporte pas. Ça passe pas. Donc l'autorité, l'injustice, voilà, tout ça. Des fois, j'ai souvent peur de fatiguer les gens, en fait, en parlant. Parce que comme j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes types de conversations qu'eux, j'ai peur de trop parler et souvent je parle pas du coup et je les laisse parler, je leur pose plutôt des questions, plutôt que de leur parler, d'avoir peur de les déranger ou qu'ils ne me suivent pas ou qu'ils comprennent pas pourquoi je parle de ça et puis je parle de ça et puis je parle de ça, alors que les choses n'ont rien à voir, mais dans ma tête, tout a un lien. Je crée des ponts. Constamment, je crée des liens, constamment, je passe du coq à l'âne, comme on dirait, mais pour moi, il y a vraiment un lien entre le coq et l'âne. Et du coup, j'ai peur de saouler les gens, en fait, avec mes sujets de conversation. Par contre, quand j'accroche avec quelqu'un, quand il y a une connexion spirituelle, quand il y a une connexion vraiment très très forte, quand il y a un match énergétique, et là, je peux parler des heures avec la personne, on peut parler des heures et des heures et des heures, et je ne vois pas le temps passer. Mais si ce n'est pas le cas, je décroche très vite et ça me fatigue vraiment d'être dans des conversations qui ne m'intéressent pas. Et ça a été très difficile pour moi, d'aller à des soirées ou des repas ou avec des gens
que je connais pas forcément bien, avec des femmes surtout, je vous le dis, je sais pas, moi j'ai du mal avec les femmes en général, enfin j'avais du mal avec les femmes qui n'ont comme conversation que des critiques, du commérage, je sais pas, parler de trucs qui sont à mes yeux inutiles et qui ne font pas avancer les choses et qui me nourrissent pas, voilà. Du moment qu'il n'y a pas de nourriture pour l'esprit, ça me fatigue vachement d'écouter une conversation, et quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et je culpabilise. Et c'est pas parce que je me dis que ces personnes n'ont pas de bons sujets de conversation, c'est parce que je me dis que moi je suis pas normale et que j'arrive pas à m'intégrer à ces sujets de conversation là, et du coup j'ai beaucoup de mal et je culpabilise. Je me dis j'aurais pu passer ces 4 heures à faire autre chose de beaucoup plus fructifiant que ça. Alors j'ai quand même pris des notes là pour ah oui, alors il y a une caractéristique de malade jusqu'à il y a encore quelques années, quelques mois même je dirais, c'est de m'excuser. Je m'excuse tout le temps. Tout le temps. Ma faute, pas ma faute, je suis en train de m'excuser. Je vous donne des exemples tout simples. Je suis en train de faire un footing et puis il y a quelqu'un qui est en contresens, mais moi je suis à ma droite, mais lui il est à sa gauche, en contresens. Eh ben je vais m'excuser, c'est moi qui vais changer de côté. Pareil, je suis en train de courir et il y a quelqu'un qui court derrière moi et il s'approche de moi. Oh, pardon, et c'est moi qui laisse la place. Ce oh, pardon m'a hanté dans ma tête, mais toute ma vie. Je me le suis entendu dire je ne sais pas combien de fois pour des choses où j'avais pas besoin de m'excuser. Je suis dans un supermarché, quelqu'un me fonce dedans avec son caddie. Oh, pardon, je suis désolée, je vous avais pas vu, c'est moi qui m'excuse. Un truc de fou. J'arrêtais pas de m'excuser. Même si j'ai la priorité sur la route et que du coup on me donne la priorité parce que c'est quand même mon droit et j'ai la priorité, je vais dire oh pardon et puis je vais m'excuser, je vais remercier la personne 36 000 fois de m'avoir laissé passer. Un truc de dingue. Ça a quand même été une grosse prise de confiance du manque d'affirmation de soi. C'est juste malade. M'excuser tout le temps. Aussi, autre chose, c'est que j'accroche le plus souvent avec des personnes qui ont genre l'âge de mes parents. Donc mes meilleures amies, elles ont 60 ans et plus. Toutes mes meilleures amies, les relations qui ont duré, que j'ai gardées longtemps, c'est des personnes de 60 ans et plus. Sauf si bien sûr je tombe sur des personnes avec qui il y a un match énergétique. Et là, l'âge n'a pas d'importance. Mais effectivement, les personnes avec qui j'ai le plus accroché dans ce monde, c'est des personnes qui ont l'âge de mes parents. Je sais pas, je le fais pas exprès. Ça se fait comme ça. Des fois j'ai du mal dans les conversations parce que justement je passe du coq à l'âne, je fais des liens, je crée des ponts. Par exemple, on va être dans un magasin en train de chercher du sel, je vois le dessin de la baleine sur le sel et bam, ça me fait poser la question à mon mari, ah ça te dit qu'on parte en vacances à la mer l'été prochain? Lui il va pas voir le lien, mais moi j'ai fait un lien en fait. Le sel, la baleine, la mer, le sable, le soleil, et ça va partir comme ça. Et après on va partir dans une autre conversation qui va me ramener une autre image et je vais partir dans un autre truc et ça s'arrête pas. Et quand ça s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence et le mental envahissant. C'est juste dingue parce que ça peut me créer des conversations super compliquées avec les gens qui croient que je suis complètement tarée en fait. Mais dans ma tête, pour moi, il y a du lien. C'est juste que ça se voit pas à l'extérieur pour tout le monde. Voilà, quand je suis en train de vous parler et tout, même là maintenant, j'ai une tonne d'autres idées en tête, j'ai même des projets pour vous, j'ai même des idées qui se concrétisent. Je suis là, mais je ne suis pas tout à fait là. Et du coup, là, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour être là à 100% et d'arrêter d'être dispersée et disperser mon énergie. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi parce que des fois, je décroche dans une conversation avec quelqu'un parce que je suis déjà ailleurs. Mon mental, il a déjà fait du 200 à l'heure dans une autre planète pour un autre projet. Et en fait, j'écoute, mais j'écoute pas. Et la personne, elle peut avoir l'impression que je suis pas en train de l'écouter, mais en fait, j'ai quand même emmagasiné ce qu'elle m'a dit. Mais effectivement, je suis pas là. D'ailleurs, ça me fait penser à un membre de mon jury qui était à une défense que j'avais faite. Et le type, il a dormi pendant toute la présentation. Ça m'a foutu mal. Je me suis dit, purée, je dois être ennuyeuse. Il comprend pas ce que je raconte. Il s'en fout. Et ben, dites-vous que le type, c'est celui qui m'a posé les questions les plus difficiles à la fin. C'est celui qui a le plus suivi. Alors,
j'avais l'impression qu'il dormait, mais en fait non, il s'en foutait pas, et il a vraiment écouté. Et au début, je me suis dit, bah, c'est le membre du jury le plus difficile, tant mieux qu'il dorme, comme ça au moins à la fin il aura rien suivi, il me posera pas de questions. Et ben bam, loupé, c'est lui qui m'a posé les questions les plus compliquées. Donc quand vous voyez quelqu'un un peu partir dans son monde, ça veut pas dire qu'il ne vous écoute pas, c'est juste sa façon de se concentrer des fois. Alors, les choses les plus simples, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces trucs, comme ça, j'aurais pas l'impression d'être seule au monde avec ces bizarreries. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des moments comme ça un peu bizarroïdes, où vous vous sentez complètement décalé du reste. Les choses les plus simples sont très, très, très compliquées pour moi. Par exemple, je vais toujours remettre au lendemain quelque chose de super simple. Passer un coup de fil, balayer une seule pièce de chez moi, débarrasser 2 assiettes sur la table, prendre un rendez-vous, répondre à un email, c'est trop compliqué. Faire un repas pour une personne, faut pas me le demander, c'est trop difficile pour moi. Pourtant, faire un repas pour 50 personnes, plus il y a du challenge et de la difficulté, plus je sais m'organiser, plus je vais être super efficace, et plus c'est simple, plus je vais remettre à plus tard et j'y arrive pas. Et je pourrais pas vous expliquer ça, je peux pas vous l'expliquer comme ça. D'où ça vient? Je sais que ça vient du fonctionnement du cerveau. Maintenant, j'ai mis le doigt sur les problématiques. C'est pour ça que j'accompagne mes clientes à justement ne pas procrastiner grâce au fonctionnement du cerveau. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup pénalisée dans ma vie, c'est-à-dire que je prenais pas des rendez-vous pour le médecin, j'appelais pas une administration, ça me demandait une tonne d'efforts, alors que faire des trucs de fou, eh ben ça me demande pas d'effort. Et ça, les gens ils me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça? Mais pour moi c'est simple. Mais en fait, pour passer un coup de fil, bah ça passe pas. Ça passe pas. D'ailleurs, mon mari rigolait toujours de ça en me disant, mais toi tu loupes toujours l'ouverture facile. Effectivement, je vais me tuer pendant 1 heure à ouvrir un paquet plutôt que de tirer sur l'ouverture facile. D'ailleurs, l'ouverture facile, je la vois jamais. Et d'ailleurs, même quand j'essaye, quand je la conscientise et que je me dis, ah, il y a une ouverture facile, j'arrive quand même pas à ouvrir le paquet. Donc, je sais pas pourquoi ils appellent ça ouverture facile. Pour moi, c'est super difficile. Donc, on en a beaucoup rigolé de ça. Voilà, si j'ai pas de projet, si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas des projets, tout le temps, dans ma tête, dans ma vie, eh ben je m'ennuie énormément. Je rentre dans un ennui très vite. J'ai besoin de sens dans ma vie, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'avoir quelque chose à quoi m'attendre en fait. J'ai besoin de toujours prévoir, même prévoir les vacances 6 mois à l'avance. Ça me donne envie de vivre en fait. Ça me donne envie de vivre parce que je sais qu'il y a quelque chose et qu'il y a encore quelque chose et qu'il y a encore quelque chose. Et ça m'a pénalisée. Pourquoi? Parce que des fois ça m'épuise, ça avait tendance à m'épuiser. Et ça a surtout tendance à épuiser les gens qui vivent avec moi. Ça a tendance à les épuiser parce que je me pose jamais. Je suis pas du genre à me poser devant la télé juste pour me poser devant la télé. Je peux pas. Du coup, j'ai besoin que mon mental soit toujours nourri et qu'il soit toujours motivé. Et qu'il ait toujours, vous savez, qu'il voit toujours cet écriteau avec objectif, avec une grosse cible posée dessus, qui soit portée comme ça devant moi. Sinon, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, ça craint parce que je perds de l'énergie, je perds de l'inspiration, j'ai envie de rien faire. Même les choses les plus simples, en fait, j'ai pas envie de les faire. Donc j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me sentir nourrie tout le temps. Même dans les relations, justement, c'est ce que je vous disais au début du live, c'est que quand je suis avec des personnes, ça peut paraître méchant ou égoïste, mais je vous assure que ça l'est pas. C'est que quand je suis avec des personnes, j'ai besoin qu'elles me nourrissent. Spirituellement, mentalement, qu'on échange, qu'il y ait de la co-création, qu'il y ait de l'interdépendance, que vraiment il y ait de l'échange profond en fait. J'ai besoin de profondeur dans les échanges, dans les relations. J'ai besoin d'apprendre des choses. Comme ça, quand je ressors de cette conversation, waouh, j'ai l'impression d'être passée à un autre niveau et je me sens bien. J'ai pas l'impression, justement, comme je vous l'ai dit au début, de perdre mon temps. Et ça, j'en ai besoin tout le temps. Autre chose qui peut paraître aux gens bizarre, c'est que je change de passion très vite. Je peux me passionner pour le piano et je vais faire du piano et puis je vais regarder des vidéos de piano et puis je vais acheter des livres de piano et je vais faire du piano, je vais acheter un piano et je vais me poser en faire pendant 1 mois, 2 mois non-stop et tout.
Et puis bam, j'ai fait le tour de la question, j'ai un peu compris comment fonctionnait la musique, le solfège, les touches, les notes, les sons, etc. Et bam, je vais passer à autre chose. Et il y a quelque chose qui va m'attirer, la peinture m'a attiré un moment. Et puis imaginez-vous que je rentrais du travail beaucoup plus tôt juste pour peindre, apprendre à peindre, faire des tableaux, etc. Les accrocher à mon mur, les offrir, les faire pour des cadeaux, les offrir, faire le tour, comprendre comment fonctionne un pinceau, l'aquarelle, tout, la peinture acrylique, tout ça. Une fois que j'ai compris l'idée générale, je vais passer à autre chose. Je vais pas forcément approfondir, mais en même temps, je connais le sujet. Voilà, je connais les basiques de chaque chose et j'ai vu le sujet en long, en large, en travers. J'approfondis pas forcément, mais j'ai vu ce que j'avais à faire et puis je vais, paf, passer à autre chose. C'est ce qui fait que quand on est revenu en France, mon mari est devenu dingue parce que je lui ai dit tiens, j'ai envie de postuler pour médecine et puis en même temps, ah j'aimerais trop faire un CAP pâtisserie et puis en même temps, tu sais quoi, non, je vais être entrepreneur et je vais lancer mon entreprise et travailler pour moi. Et puis en même temps, non, j'aimerais trop être prof d'anglais pour les petits du village et puis tu sais, et c'est comme ça et je change de passion, je change d'intérêt pour les choses, je change, voilà, de domaine comme ça du jour au lendemain et puis ça me plaît parce que je fais le tour des choses et j'ai envie de toucher à tout et j'ai l'impression que dans la vie il n'y a pas assez de temps pour tout faire et mais moi j'ai envie de tout faire et alors comment on fait, du coup je touche à tout là. Alors de l'extérieur ça peut paraître super instable, les gens ils peuvent se dire mais elle a pas de personnalité, elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie ou alors elle est vraiment instable, elle manque de sécurité, tu sais, on se sent pas bien avec elle parce que on ne sait pas ce qu'elle va nous sortir demain, mais en fait, je vous assure que ce n'est pas une question de stabilité, ça n'a rien à voir, c'est juste une question de passion, mais ça sort là des tripes, ça sort de l'intérieur, c'est j'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de faire ça, et puis quand j'ai eu mes enfants, j'avais envie de leur transmettre ça, et puis ça, c'est la passion. Quand j'ai eu mon enfant et que j'ai découvert la pédagogie Montessori, c'était comme une évidence pour moi, du coup, j'ai tout de suite été passionnée, et j'ai commencé à créer des activités pour lui et tout, à plastifier, à créer des choses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais créative. Et ben là, bam, une autre passion vient de sortir. Je vais créer des classeurs d'activités, des activités ludiques que je vais créer de mes propres mains. Et puis, on va passer sur une autre dimension de l'éducation des enfants et tout. Et après, j'ai envie de partager ça et tout. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est... Ça boue à l'intérieur, mais ça a envie de jaillir, ça a envie de sortir et ça a envie d'être transmis. Et c'est comme ça que je sais que je suis dans ma mission de vie. Mais voilà, ça peut être pénalisant. Vous voyez, je suis passée du piano à la peinture, à l'athlétisme. Après, je suis passée au sprint dans l'athlétisme. J'ai fait du sprint pendant une année et puis j'ai adoré ça. Et puis, je me suis renseignée de tout, sur tout et tout. Ça s'arrête pas. Et du coup, pour les personnes qui vivent avec moi, je peux comprendre que ça peut être épuisant. C'est vrai, je peux comprendre, mais moi, ça ne m'épuise pas. C'est ça, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me nourrit. Et je ne peux pas me poser devant Cyril Hanouna. Je suis désolée, j'arrive pas. J'arrive pas, ça passe pas. Ça passe pas. Autant ça pourrait être un moment de détente pour certains, et je le comprends, je respecte. Mais moi, ça me stresse plus qu'autre chose, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est comme ça. Voilà, donc quand il n'y a pas de projet, quand j'ai pas de passion, quand j'ai pas d'activité en tête, je peux m'ennuyer très vite. Voilà, je suis incapable de rien faire, de rien apprendre, même quand je suis en voiture, je me sens dans l'obligation d'apprendre quelque chose, de me nourrir. Du coup, je vais me mettre une téléconférence, je vais me mettre une vidéo, je vais me mettre un podcast. Si je suis dans la salle d'attente... je sais pas, chez le docteur, je vais me prendre un livre. J'ai l'impression que j'ai besoin de remplir tout mon temps. Alors qu'aujourd'hui, j'ai quand même compris que non, que le cerveau a besoin de silence. Juste ça. Juste ça. Et ça, je l'ai compris et j'ai mis du temps à le comprendre. Et merci David Lefrançois, merci François Lemay, merci à toutes ces belles personnes qui m'ont enseigné ça parce que ça, c'est juste... qui m'ont enseigné, mais en même temps qui m'ont aidé à incarner ça, à maîtriser ça, parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que je vous assure qu'être dans une énergie haute, positive, H24, c'est juste pire qu'une pile électrique, quoi. C'est trop, il y a besoin de canaliser et de redescendre de temps en temps. Voilà, alors, dans ma vie, dans toutes mes relations, dans tout ce que je vis, salut Sotéa, yes. Tiens, quelle surprise! Mais c'est pour ça qu'on a matché, toi et moi, tu vois. C'est ce que j'appelle matcher.
se magnétiser. On dit que c'est les contraires qui s'attirent. Je ne suis pas vraiment persuadée de ça. Oui, les électrons et les protons et tout, ok. Les charges positives, négatives, scientifiquement, ok. Mais dans la vie de tous les jours, j'en suis pas sûre. On attire à soi ce qu'on cherche. Les énergies qui vibrent de la même façon. C'est pas possible autrement. Du coup, dans mes relations, j'ai besoin d'émotions intenses. Enfin, j'avais besoin, on va dire. Maintenant, j'ai réussi à obtenir ces émotions intenses de par moi-même. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit hier, avant-hier, avant-avant-hier, je vous le dis tout le temps, vous avez tout en vous pour nourrir tout ce dont vous avez besoin par vous-même. Donc, ça, c'est posé. Mais effectivement, dans mes relations, j'avais besoin de profondeur. C'était soit noir, soit blanc. Soit j'aime trop les gens et je vais me donner à fond et je vais vivre pour eux et je vais tout donner de ce que j'ai parce que je déborde d'amour et je vais le donner. Soit je déteste. Soit ça passe pas, en fait. Soit ça passe pas. Je vais jamais dire à la personne que ça passe pas, mais ça passe pas. Et je le sens en moi que ça passe pas. Mais c'est jamais un juste milieu, en fait. C'est jamais gris. C'est soit noir, soit blanc. Je vais pas me forcer à être diplomate, comme on pourrait appeler ça. On m'a souvent dit, mais sois diplomate, Mounia. Sois diplomate. Dis oui, mais au final, fais-en qu'à ta tête. Mais je peux pas. J'arrive pas. Il n'y a pas d'hypocrisie chez moi. Soit j'adore et tout, et là ça se voit, soit ça passe pas. Et c'est ok. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde et je peux pas moi non plus aimer tout le monde. Et voilà, c'est la vie et c'est un petit équilibre à trouver. Effectivement, comme je vous l'ai dit, soit je déborde d'amour et des fois ça peut être trop pour les gens. Et là où je me suis sentie trop à l'aise, c'est justement quand je suis allée aux États-Unis et que j'ai trouvé que les gens débordaient d'amour. Vous voyez, ils se font des hugs quand ils se voient et tout. Ils sont tout le temps dans le renforcement positif et ils sont tout le temps dans l'énergie d'excitation. Et moi, je suis dans cette énergie-là et j'adore ça. C'est-à-dire quand ils vont te voir, ils vont dire « Oh my goodness, je suis trop contente de te voir, oh !» Et les enfants à l'école, on leur apprend à faire des compliments tout petits. Donc déjà, à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils vont rentrer « Oh my God, maman, j'aime trop ton collier, tu es trop belle et tout. » Et cette énergie-là, moi, je l'adore. Elle déborde, elle me fait déborder. Et puis, je déborde à mon tour et j'adore ça. Mais pour les gens qui ne sont pas dans cette dynamique, qui ne sont pas sur le même canal de communication, ça peut paraître trop, ça peut paraître fou. Je le vois juste à l'école quand je dis « Bonjour » et qu'on me répond « Bonjour ». Voilà, ça se voit, ça se ressent, mais moi je suis comme ça. Et je ne vais pas continuer à faire taire cette énergie-là juste pour rentrer dans un moule qui ne me convient pas. Parce que si tu es un cupcake, non, plutôt si tu es un kouglof, on a beau te mettre dans un cupcake, tu rentreras pas, ça marche pas. Ben voilà, tu es un kouglof, tu vois, tu es un kouglof, tu as envie d'être un kouglof. Bref, dans mes relations aussi, j'ai depuis toujours eu l'impression que je n'avais besoin de personne. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Ne pas avoir besoin de quelqu'un, cette croyance m'a portée pendant très longtemps parce que j'ai persisté à faire les choses seule, j'ai été audacieuse, persévérante, j'ai fait des efforts pour toujours m'en sortir seule. Mais cette croyance n'est plus bonne maintenant, je l'ai neutralisée, j'en ai mis une autre à la place parce que dans mon métier maintenant, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de mes clientes évidemment, j'ai besoin des personnes que je vais finir par employer pour m'aider parce que ça s'étend tout ça. Donc vous voyez, donc j'ai besoin quand même des autres. Par contre, je fais la différence entre le besoin et l'envie. Aujourd'hui, dans mes relations, j'ai pas besoin d'avoir des amis, mais j'ai envie d'avoir des personnes que j'aime et qui sont sur la même longueur d'onde que moi. J'ai envie. Du coup, je fais maintenant la différence entre le besoin et l'envie. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était ambigu cette histoire-là. Et mes amis, à l'école, au collège, au lycée, ne comprenaient pas trop, en fait, cette histoire. Vous savez, quand on est jeune, on a l'impression d'avoir besoin des autres. Mais moi, j'ai jamais ressenti ce besoin. Mais par contre, j'ai toujours ressenti de l'envie d'être avec quelqu'un. Et aujourd'hui encore, je ne ressens pas que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Mais j'ai envie d'être avec des personnes. Voilà. Je vous ai dit que j'avais des obsessions, du coup des passions, et puis après je passais d'une passion à l'autre. Ça créait des épuisements inconscients.
Que vous dire d'autre? Il y a des choses qui me créent beaucoup de disputes avec les personnes de mon entourage. Parce que moi, j'ai besoin d'un raisonnement logique. J'ai besoin de faits. J'ai besoin de faits vérifiés. C'est-à-dire quand je discute avec quelqu'un qui commence à parler d'un sujet et tout, eh ben des fois, le fait que je lui dise « mais tu sors d'où en fait ces chiffres? Tu sors d'où ces statistiques ?» Pourquoi tu dis ça? Non, il y a toujours des exceptions, c'est pas vrai, tu peux pas généraliser. Non, moi je connais des personnes qui sont pas comme tu les décris, etc. Ça crée souvent des conflits parce que je suis toujours tac, tac, tac. Et je sais que mon père était vachement à cheval sur ça et moi je suis aussi à cheval sur les mots utilisés. Je fais attention quand tu me dis un mot, il faut qu'il soit à sa place. Tu peux pas dire un truc qui n'a pas de valeur dans ta tête. Si tu le dis, c'est que tu le penses. Enfin bref, ça m'a valu vraiment des conflits, des disputes, des relations un peu tumultueuses avec les gens parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je m'accroche aux détails et ça fait la fille qui s'accroche aux détails. Mais pour moi, les détails sont super importants. C'est les détails qui font la conversation. Donc, tu ne peux pas juste généraliser et dire des choses comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai besoin d'un raisonnement. J'ai besoin de comprendre qu'il y a une logique dans ce qu'on dit. On ne peut pas juste balancer des trucs comme ça. Mais bon, je travaille dessus pour assouplir ces messages contraignants que j'ai pour quand même réussir à discuter avec tout le monde, sinon on s'en sort pas. J'ai toujours été quelqu'un qui a suivi son intuition et qui pour moi l'intuition voulait dire action. Bam, intuition, j'ai envie de faire ça, je le fais, bam, je passe à l'action. Et j'ai réalisé beaucoup de changements dans ma vie grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous contenter de l'apprentissage. Vous avez besoin de mettre des choses en action, de placer des actions, de maîtriser des choses, de les incarner pour que ça devienne vous. Et c'est comme ça, moi, je ne crois plus à l'enseignement juste comme on nous l'a fait depuis tant et tant d'années. Pour moi, l'enseignement, l'apprentissage passe par l'expérience. Et j'ai toujours eu besoin de ça. Et c'est pour ça qu'à l'école, ça allait pas. Parce que j'avais besoin d'expérimenter. Et du coup, à chaque fois qu'un prof nous sortait un truc, moi, j'étais là, ouais, mais à quoi ça nous sert? Et dans la vie de tous les jours, à quoi ça nous sert? Et puis concrètement, ça va m'apporter quoi? Et ça posait des problèmes. Voilà, et des fois, le fait que je passe à l'action très vite, j'apprends un truc, j'en suis convaincue, je le mets en pratique. Tout de suite, ça peut épuiser mon entourage aussi, ça a beaucoup épuisé mon entourage. On me disait souvent, tu te poses jamais, t'es pas fatiguée, tu te poses jamais, tu dors quand, tu manges quand, comment tu fais, etc., etc. J'ai eu beaucoup de mal avec les personnes lentes. Quelqu'un que je laisse passer sur la route, que je laisse traverser quand je suis en voiture et qui prend son temps, ça m'a longtemps agacée. Je comprenais pas, mais j'étais là, je stressais derrière mon volant et je disais, mais dépêche-toi, purée, non, mais vas-y, prends ton temps, j'ai que ça à faire. Je m'énervais beaucoup pour ce genre de choses. Et au final, quand j'ai appris à aller chercher pourquoi cette colère était en moi, pourquoi cet agacement était en moi, j'ai remarqué que ça venait de moi et pas de l'autre, en fait. Et c'est comme ça dans la vie, les amis. Ça, il faut en être conscient. Il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Quel que soit le truc qui vous agace chez l'autre, tournez le miroir, la loupe à l'intérieur de vous-même. C'est très important et je vous le dis en toute bienveillance, c'est ça qui va vous aider à comprendre les choses. Si quelqu'un peut me dire quelle heure il est, j'arrive pas à voir. Attendez, je vais voir ici. Ah, c'est bon, parce que j'ai un live à 21h du coup. Je vais essayer de faire vite. Ça a déjà duré pas mal de temps. Quelque chose qui paraît bizarre quand j'en parle, c'est quand je dis aux gens qu'en fait j'arrive à visualiser mon mental et que je sais exactement ce que j'ai dans ma tête et que je visualise que ma tête ressemble à une salle d'archives et que j'ai des dossiers et que je sais à quel dossier correspond quoi. Et en fait, j'ai une salle d'archives dans ma tête avec une table ronde autour et autour de cette table, il y a souvent 4 personnes. Et je me suis rendu compte plus tard que ces 4 personnes correspondaient à mes 4 cerveaux et qu'en fait, ils se réunissent autour de cette table souvent. Vous allez me trouver très bizarre les filles ce soir, c'est pas un live habituel. Ces personnes se trouvent souvent autour de cette table pour se mettre d'accord, pour que je puisse prendre une décision et que je puisse faire des choix. Et dans cette salle d'archives, il y a de tout, il y a des dossiers, il y a des tiroirs et il y a même un manager qui vient de temps en temps et qui réorganise les choses pour faire le vide dans ma tête et mettre les choses au clair dans ma tête. Donc,
Si je vous dessinais mon cerveau, ça ressemblerait à ça, vraiment une salle avec une table ronde, des chaises, 4 personnes, un manager, un responsable des archives qui a la clé de tous les tiroirs avec des dossiers, des feuilles blanches, une liste de courses, une liste de tâches à faire, une liste de tâches à ne surtout pas faire, ce qui est prioritaire, urgent, et c'est planifié comme ça dans ma tête, c'est juste fou, fou, fou. J'arrive à me projeter très très loin dans le temps, mais j'arrive pas à faire une tâche qui va me projeter que dans 2 jours. C'est-à-dire, je peux vous envisager un déménagement à Shanghai d'ici l'année prochaine, mais je peux pas passer un coup de fil demain. C'est inexplicable. Les choses les plus compliquées, les plus lointaines me paraissent super atteignables et les choses trop simples, ben j'arrive pas à les faire. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est la mounia d'avant. Hein. Je vous ai dit, je parle au présent, mais maintenant j'arrive à gérer ces choses-là grâce au développement personnel. Merci à ça. Les trucs bizarres, c'est que je retiens jamais la tête des gens. Les gens avec lesquels j'ai pas connecté de façon profonde et spirituelle, même si je parle avec eux pendant 1 heure, à la fin vous allez me dire elle s'appelle comment, je vais dire ah je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, purée je sais plus. Et ça c'est grave, c'est trop grave et ça m'arrive encore aujourd'hui. Si j'ai pas parlé avec la personne de façon profonde sur des trucs où on est sur le même canal, je la retiens pas la personne et il se peut que je la revoie dans un autre contexte des semaines ou des mois plus tard. Ah, salut Mounia, comment tu vas et tout, ça faisait longtemps, qu'est-ce que tu deviens et tout. Et ben, je vais parler avec elle, mais à la fin, on va me dire c'était qui? Je sais pas, je te jure que je sais pas. Je l'ai vue, je sais plus où je l'ai vue, je sais que je la connais, mais ça me revient pas. Donc, vous m'excuserez si un jour ça vous arrive, mais je le fais pas exprès, c'est juste comme ça. Mais en tout cas, je retiens mes clientes très très bien parce qu'on a des discussions profondes. Mais si la personne, voilà, on a une discussion surfacique, bah elle va rester surfacique, la personne va rester surfacique dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas appréciée, ça ne veut pas dire que je l'aime pas, ça n'a rien de personnel, c'est juste que je la retiens pas. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Je retiens pas les prénoms, je retiens pas ce que les gens font dans la vie si c'est pas un truc qui va me toucher au plus profond en fait. C'est dingue, je pourrais pas l'expliquer. Un truc de fou, c'est que je vois les jours de la semaine en couleur. Alors ça s'appelle la synesthésie, je l'ai découvert quand j'ai découvert le haut potentiel. Donc je vois les jours de la semaine en couleur. Le lundi il est bleu clair, le mardi il est noir, le mercredi il est vert, le jeudi il est rose, le vendredi il est mauve foncé, le samedi il est bleu mais ni clair ni foncé et puis le dimanche il est jaune. Je peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça, mais j'ai compris que c'était bizarre que quand j'ai demandé à des gens s'ils voyaient les jours en couleur et qu'ils m'ont dit mais non, mais t'es dingue, n'importe quoi. Ben moi je les vois en couleur et en plus je les vois comme ça en L inversé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine elle reprend ici. Et les mois de l'année pareil, ils ont tous une couleur, ils ont une forme, ils ont une tête et puis ils ont une structure dans l'espace. Va comprendre, je sais pas. Les événements que je vis me mettent un goût à la bouche. Ils ont un goût. Je ne savais pas ces choses-là jusqu'à ce que j'ai découvert le livre de Jeanne Siochaffin, de Christelle Petit-Colline, que j'ai lu. Quand j'ai découvert le haut potentiel, ça m'a grandement perturbée. C'était la première fois que je voyais dans un livre un truc que je ressentais. Alors, vous pouvez imaginer le choc. Mais voilà, il y a des événements qui me mettent un goût à la bouche, qui ont une texture dans ma bouche. Un événement qui est nostalgique dans ma tête va me mettre un goût et une texture dans la bouche. C'est juste bizarre. Les émotions pour moi ont des formes, elles ont des couleurs. Une personne peut m'être très agressive juste de par son aura. Et du coup, je mets une texture et je mets une forme à la personne et tout ça. Ça fait partie des bizarreries du haut potentiel et du fonctionnement miraculeux du cerveau. Je sais pas comment ça se fait. Un truc qui m'a vachement choquée, qui m'a vachement pénalisée quand j'étais plus jeune, c'est par exemple les événements qui regroupent des masses et des foules et beaucoup de gens, comme la fête de la musique par exemple. Je comprenais pas pourquoi à chaque fois que je rentrais de la fête de la musique, je vomissais. Littéralement. Désolée, je vomissais. Et en fait, la musique... Et j'absorbais les émotions des gens, les gens qui buvaient,
l'odeur, leur tête, ce qu'ils faisaient, cette ambiance, cette atmosphère, et puis les gens qui chantaient, et puis les musiques, et puis les émotions, et les gens qui criaient, toutes ces émotions entremêlées, je les absorbais, elles venaient dans mes intestins, elles me provoquaient des tremblements, des angoisses, de l'anxiété, au point que j'avais l'impression de faire quelque chose de mal, d'être le soir dans ces événements-là et qu'il fallait que je rentre très très vite. Et en fait, c'était des angoisses et puis je rentrais à la maison et je me sentais mal toute la nuit et je finissais par vomir. Et c'est juste un truc de dingue. Et quand j'ai compris que ça venait du fonctionnement du cerveau et de l'absorption des émotions, ça m'a quand même apaisée. Maintenant, je sais gérer tout ça. Heureusement, parce que jamais vous pouvez me mettre dans une fête ou dans un concert ou un truc comme ça. Ça n'aurait pas été possible. Voilà. Donc, et pareil, les codes sociaux, je connais pas. Les codes sociaux, faut pas faire ça. Non, mais ça se fait pas. Non, mais ça se fait. Ça se fait pas. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être moi et de faire ce que moi j'ai envie de faire. Et peu importe que ça se fasse pas. Tant que je manque de respect à personne, je vais pas aller réfléchir. Ah, est-ce que ça se fait de chanter, chantonner en public? Est-ce que ça se fait si ça m'est complètement égal aujourd'hui. C'était très difficile très longtemps, et puis après ça je vais arrêter les filles, c'était très difficile très longtemps de faire un choix simple. Si on va dans un resto et vous me dites tu veux un sandwich ou une pizza, ben je sais pas. En même temps les deux me vont, mais en même temps je veux bien les deux, mais en même temps si je prends pas la pizza ça veut dire que je renonce au sandwich, mais j'ai aussi envie de goûter le sandwich. Et puis je pouvais mettre des heures devant une carte dans un resto parce que je savais pas ce que je voulais. C'était un truc de fou. Et en même temps, je supporte pas les gens qui font pas des choix, qui arrivent pas à choisir très vite. C'est fou, hein. Moi, j'arrivais pas, mais en même temps, je supportais pas quand quelqu'un était comme ça. C'est pour ça que je vous dis que quand vous supportez pas quelque chose chez quelqu'un, revenez à vous. Parce que la réponse, elle est en vous. C'est que ça vous évoque quelque chose en vous. Si on va en vacances et que vous me dites un tour en bateau ou un saut en parachute, du bateau ou du parachute ascensionnel, je serais incapable de choisir. Là, vous me mettez en difficulté. Soit vous m'imposez le truc et bam, on fait ça. Soit on fait les deux. Soit vous me laissez tranquille et vous me laissez le temps pour réfléchir à qu'est-ce qui va me procurer le plus de plaisir. C'est fou, hein. Les trucs les plus simples sont trop compliqués pour moi. Voilà les amis, à l'école je cherchais toujours les pièges. Le piège dans les interrogations, le piège dans les examens. Je cherchais toujours le piège. Et en fait des fois il n'y avait pas de piège et je perdais mon temps et puis j'avais pas les notes qu'il fallait. Et puis voilà, je répondais toujours à côté parce que je croyais qu'il y avait un piège. Un jour j'ai eu 19,5 en dictée. Moi j'étais très bonne en orthographe. C'est vraiment les seules matières où j'étais bonne. C'était le sport, les langues et l'orthographe. Tout ce qui était scientifique à la base, j'étais pas bonne du tout. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'au final, j'en ai fait des sciences, j'en ai fait ma carrière. Donc ça veut rien dire, ok? Donc j'ai eu 19,5 pour un sans faute. J'ai pas eu de faute. Et je suis allée voir la maîtresse et je lui ai dit, mais pourquoi j'ai eu 19,5 j'ai pas de faute. Elle m'a dit, un devoir parfait n'existe pas, je peux pas mettre un 20. Ça m'a tuée, ça m'a tuée. J'ai jamais compris ça. Autant vous dire qu'après, j'ai plus jamais eu une bonne note avec cette prof parce que je la détestais, cette prof, tout simplement. Et moi, je fonctionnais à l'amour du professeur. Si j'aimais bien un professeur, je travaillais très bien. Si le prof, je l'aimais pas, je travaillais pas. Ça fonctionnait comme ça. Et je peux pas vous dire pourquoi. Et je comprenais pas pourquoi elle a été radine d'un demi-point. Et je comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui. C'est quand même fou. Pourquoi on est radin en stylo vert en France? Pourquoi? Pourquoi on est radin en renforcement positif? Pourquoi on cherche à écraser les gens comme ça? J'ai jamais compris ça. Et bah, du coup, ça me créait des conflits avec les profs parce que quand il y avait une injustice, une incompréhension, une frustration, je l'exprimais. Inutile de vous dire que point de vue mathématique, par exemple, où je comprenais pas les divisions, et quand on me disait, mais comment tu fais pour diviser 16 bonbons entre toi et ton ami? Je leur disais, bah c'est simple. Je lui dis, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, jusqu'à ce qu'on en arrive à 16. Et je comprenais pas l'intérêt des divisions, surtout des divisions super compliquées, auxquelles on avait accès à une calculatrice de toute façon. Je comprenais pas. Alors inutile de vous dire que j'ai choisi la méthode de Singapour pour mes enfants, pour leur enseigner les mathématiques parce qu'elle est tellement simple et tellement géniale. Elle m'a fait moi-même comprendre la retenue dans les divisions et dans les additions. Quand même fou. J'ai attendu d'avoir la trentaine pour comprendre d'où elle sortait cette retenue exactement. D'où elle venait exactement.
Et sans parler des problèmes mathématiques du type Paul a pris le bain dans 20 litres d'eau et puis Jacques ensuite a voulu se baigner dans l'eau de Paul. Quel est le volume d'eau utilisé par Paul et Jacques? Ben, inutile de vous dire que moi je passais plus mon temps à me demander pourquoi Jacques a pris le bain dans la même eau que Paul, l'eau sale de Paul, dans le même bain, dans la même baignoire, plutôt que de se reprendre un bain dans une eau propre. Eh bien, je passais plus de temps à poser cette question plutôt qu'à comprendre le calcul mathématique à faire, mais je ne comprenais pas à quoi ça allait me servir de savoir quel volume d'eau Paul a utilisé. Il a pris son bain, il est propre, il sent bon, c'est bon, il se met en pyjama, il va dormir. Pourquoi on est en train de faire des calculs bizarres qui ne servent à rien? J'ai passé ma scolarité comme ça, les amis, dans la frustration et l'incompréhension des problèmes mathématiques. À quoi ça va me servir? Voilà, donc ça, ce que je veux vous dire par là, c'est que le haut potentiel est divers et varié. Il y a une tonne de caractéristiques en dehors de ces petits détails décontractés dont je vous parle ici. Il y a une tonne d'autres choses. Mais plutôt que de prendre les vulnérabilités comme des vulnérabilités freinantes, prenez-les vraiment comme des forces. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la personne que j'étais quand je vous décris ces choses-là. Plus jamais je serai cette personne-là. Parce que j'ai subi moi-même des transformations multiples, un truc de fou, des sauts quantiques qui me permettent aujourd'hui de gérer les émotions, de gérer la gestion du temps, de canaliser mon mental envahissant, de stopper la pensée en arborescence et quand bien même elle se présenterait, je peux en faire une force pour créer pour vous des projets, des programmes, créer des choses, créer pour mes enfants. Voilà, avoir des idées, les partager, les transmettre, etc. Donc, sachez que être à haut potentiel n'a rien d'un fardeau. Je vous le dirai et je vous le répéterai jusqu'à ce que ce soit intégré dans vos esprits. Je vous le dirai à chaque fois. J'en suis la preuve vivante que ça n'est pas un fardeau. Ça peut l'être dans beaucoup d'années de votre passé quand vous n'êtes pas au courant de pourquoi ce qui se passe en vous se passe en vous et pourquoi vous subissez ce décalage avec tout. Mais une fois que vous avez posé le doigt dessus, et j'espère que grâce à mes vidéos, il y a des personnes qui vont se réveiller, qui vont se dire « Purée, mais ça résonne en moi ce qu'elle dit » et du coup vont peut-être faire des recherches parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est une amie qui m'a mise sur la piste du haut potentiel, j'en avais aucune idée de ce truc. Et du coup, ça va peut-être réveiller votre conscience et vous allez vous reconnaître pour pouvoir dire « Ok, j'ai eu un passé pourrave à cause de tous ces trucs qui m'ont freiné, qui m'ont rendu la vie difficile, qui m'ont rentré dans une sacrée souffrance. Mais aujourd'hui, les amis, je comprends ça et je sais que je peux agir dessus et je sais qu'il y a plein d'outils et plein de choses à faire parce que je suis responsable de comment je veux me sentir dorénavant. Le plus dur, c'est d'identifier ça et de passer à l'action, de prendre la décision. Voilà les filles, merci d'avoir été là, je vous embrasse très fort. Je file au live, on va commencer par les croyances limitantes. J'ai trop hâte et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.